Oui, c'est dans cette imitation de mon introduction habituelle que je te souhaite la bienvenue dans le podcast Murmuréquin. Cette introduction inhabituelle, c'est parce que j'ai le plaisir de t'annoncer que la cavalcade, le premier sommet virtuel des propriétaires de chevaux curieuses, revient du 6 au 10 septembre. Et pour l'occasion, je te propose une série exclusive de 10 interviews inspirantes et bienveillantes. Tu vas écouter un des 10 épisodes qui te permettra de découvrir les parcours et les stratégies des intervenantes de la cavalcade pour t'aider à prendre soin de ton cheval grâce au mouvement. Ces épisodes sont totalement écoutables en dehors de la cavalcade, mais si tu as envie d'en savoir plus, le lien de la cavalcade est en description de cet épisode, ainsi que sur le site internet murmure-animal.com. Je te souhaite une très bonne écoute et à très vite. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Murmuréquin dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Lucie Lecor pour nous parler de dressage. Alors, ne fuyez pas tout de suite. Lucie va nous parler de son dressage à elle. Bonjour Lucie. Bonjour Audrey, merci de ton invitation. Je suis hyper contente d'être là. Moi aussi, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Et parce que c'est vrai que je t'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Je t'ai découvert en fin d'année dernière, à l'automne 2023. Et ton compte m'a beaucoup intéressée. Ton approche m'a beaucoup intéressée. Donc, je suis ravie que tu viennes nous en parler aujourd'hui. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaîtraient pas et qui écoutent ce Oui, et podcast? il y en a certainement Oui. beaucoup. Alors, donc moi je m'appelle Lucie Lecor. Sur les réseaux, je suis connue sous le pseudo LLC Dressage. Donc comme son nom l'indique, je suis cavalière et enseignante de dressage. Et je suis diplômée du DEGEPS, donc avec la spécialité dressage. Voilà. Bah, tu vois, je ne savais même pas que tu avais le DEGEPS. Et Je- si. Et je sévis plus spécifiquement dans le sud de la France, dans les départements du 30 et du 34. Ok. Je n'ai aucune idée de où c'est le 30 et le 34, mais les personnes concernées devraient savoir. Je sais que t'es C'est du côté très de très sud. Montpellier et de Nîmes. Ok. Je sais que t'es très très sud par rapport à moi. Donc, bah, on va commencer par comment t'en es arrivé en fait aux chevaux? Comment t'es devenue en fait? Je pense que t'as d'abord été cavalière avant d'être monitrice. Donc, comment t'en es arrivée à côtoyer les chevaux dans ta vie? Alors moi, il faut savoir qu'avant de déménager à la campagne, j'ai grandi les 4 premières années de ma vie à Paris. Et donc la première fois que j'ai eu contact avec un cheval, c'était dans un parc parisien avec les poneys qui étaient donc là pour faire des tours de poney aux enfants. Donc voilà comment j'ai trouvé enfin comment le cheval est rentré dans ma vie. Et tout de suite, le monsieur qui avait cette promenade à cheval a dit à mes parents, mais il faut absolument que vous lui fassiez faire de l'équitation. Elle a une super position naturelle, etc. Mes parents ont trouvé qu'à Paris, c'était pas forcément la chose la plus simple. On a déménagé dans l'ouest de la France et puis j'ai commencé le poney assez classiquement à 6 ans dans un poney club. D'accord. Oui, donc les balades à poney où c'est les parents qui te tiennent le poney et puis tu fais le petit tour qui est bien balisé dans les Oui, parcs. Ouais. c'est ça, c'est ça. Horrible. Ouais, oui, 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 Oh horrible pour les si, poneys maintenant, oui, 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 oui. oui, oui, mais évidemment qu'à l'époque j'en avais pas conscience. Mais la conscience du bien-être équin est arrivée assez tôt dans ma vie de cavalière puisqu'en fait j'ai décidé d'arrêter à 11 ans. D'accord. Ouais, un jour je suis rentrée de chez mes parents, enfin chez mes parents, leur disant, écoutez, moi il y a des choses que je tolère pas dans ce poney club. Je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas cool, alors que très honnêtement et avec du recul, c'était pas pire qu'ailleurs. Bon, c'était pas mieux non plus, mais je veux dire déjà, enfin voilà, donc j'ai 38 ans aujourd'hui, donc il y a 27 ans, il y avait des choses qui m'avaient pas plu du tout, notamment dans la manière dont les poneys étaient traités et dont les humains étaient traités. Euh, et du coup, j'avais décidé d'arrêter. Alors j'ai repris, hein. J'imagine bien que j'ai pas réussi à tenir très longtemps sans monter à cheval, mais j'ai fait une pause de quelques années jusqu'au début du collège, au milieu du collège, et où là j'ai repris l'équitation pour ne plus jamais, enfin si, pour réarrêter à 18 ans quand je suis remontée à Paris pour faire des études qui n'avaient rien à voir avec les chevaux. Ok. Mais c'est quand même fou de se dire qu'à 11 ans, t'avais conscience du bien-être équin. Enfin,
Et que tes parents enfin, que t'as réussi à le dire et que tes parents t'ont écouté. Ah mais mes parents, ils Ouais. étaient plus, enfin ils étaient déjà enfin c'est des gens qui sont extrêmement bienveillants envers les animaux et à l'écoute de ce que je pouvais leur dire. Et puis à l'époque, même encore aujourd'hui, mais j'avais pas non plus ma langue dans ma poche, donc je pense Ouais, qu'ils ont ouais. pas trop eu le choix que d'écouter ce que j'avais à dire, quoi. Oui, oui, non, mais c'est ça. Déjà, à 11 ans, t'avais pas ta langue de ta poche parce que la plupart des jeunes filles de 11 ans disent OK, OK et sont contentes de faire du poney, quoi. Mais j'étais ravie de faire du poney, hein. J'ai adoré ça, hein. Mais il y avait des choses qui me paraissaient être plus importantes que mon petit plaisir. Et rétrospectivement, c'est assez fou. Parce qu'en fait, quand j'ai grandi et quand je me suis remis au cheval, donc entre 18 et 28 ans, j'ai pas du tout monté. J'étais à Paris, je travaillais dans un musée parisien, je faisais de la photo, enfin, je faisais des expos, enfin, voilà, je m'occupais d'œuvres d'art. Rien à voir. 28 ans, j'ai un gamin. Paris, c'est plus possible. Je veux redescendre dans le sud, je veux descendre dans le sud de la France, qui est toujours un endroit de France qui m'a fait rêver. Donc je descends avec mon gamin et évidemment je cherche une demi-pension. Oui, donc tu t'es pas dit je vais reprendre en centre équestre, tu t'es dit je vais reprendre en demi-pension. Oui. Pour quelle raison? Bah alors ça paraît très prétentieux, mais j'avais un très bon niveau déjà. J'avais passé mon galop 7 à 13 ans, ou 14 ans, je sais plus. Et puis je savais que j'avais un bon niveau à cheval qui me permettait de monter seule le plus souvent, tout Mhm. en faisant des stages et en étant peut-être accompagnée de façon plus ponctuelle. Et puis parce que j'avais pas envie de me retrouver dans l'ambiance du centre équestre, quoi. Donc j'ai trouvé une demi-pension assez facilement. Un cheval avec un physique, comment dire, atypique, on va dire ça comme ça. Et donc il a fallu que je me pose des questions. Parce qu'il fonctionnait pas exactement comme les autres chevaux, il était très encellé, enfin, il y avait des petits soucis physiologiques. Mais j'étais dans une pension relativement chouette en termes de conditions de vie, de nourrissage, etc. Donc ça, c'était il y a 10 ans. Mhm. C'est comme ça que les chevaux sont revenus dans ma vie. Euh, avec aucune envie particulière de faire ça de façon professionnelle. Oui, t'étais en mode bah oui, je vais reprendre l'équitation, je veux un peu plus d'autonomie. C'est Je vais ça. pas passer en centre équestre, j'ai peut-être pas encore assez d'autonomie ou en tout cas j'en ai peut-être un peu perdu, ce qui fait que j'ai pas envie de devenir propriétaire d'un cheval tout de suite. J'avais pas enfin, si, en fait, j'avais les moyens à l'époque, mais en fait, j'étais au chômage. Donc, j'avais les moyens, entre guillemets, j'avais mis de l'argent de côté avant de partir de mon boulot. Mais pour moi, c'était plutôt de l'argent qui allait me servir à vivre parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, plutôt que voilà, d'acheter un cheval. Et puis moi, c'est toujours quelque chose dont mes parents m'ont toujours dit, c'est quelque chose, enfin voilà, t'engages une responsabilité forte quand tu acquiers un animal, quel qu'il soit. Donc c'est quelque chose un peu comme une épée de Damoclès, tu vois, au-dessus de ma tête, où je me suis dit, oulala, là là, le jour où j'ai un cheval, il faut que j'ai les moyens d'assumer, il faut que j'ai le temps pour assumer. Là, j'avais déjà un enfant, j'étais dans une période de ma vie où c'était un peu le bazar, parlons clairement, personnellement parlant, en tout cas, c'était bordel. Donc du coup, je dis, bon, on va se remettre au poney tranquillement. Une demi-pension, ça me paraissait être super. Ouais. Oui, parce que t'as pas d'engagement. Attends, pause. Je t'entends. Je disais quoi? Oui, je dis alors oui, puis c'est vrai qu'avec une demi-pension, t'as moins cette contrainte, t'as moins cet engagement en fait. C'est-à-dire que si maintenant ta demi-pension se blesse, c'est terrible à dire comme ça, mais bon, bah tu arrêtes ta demi-pension. C'est pas à toi d'assumer les frais vétérinaires. Oui, exactement. Et tout à fait. C'est vrai qu'il y avait aussi l'aspect économique dans l'histoire. Je pense que Voilà. il y avait pas mal de choses, mais l'aspect économique, le temps, la responsabilité, ça faisait que pas envie, Ouais. pas envie. T'avais déjà, t'avais déjà bien assez à faire avec un enfant, quoi. Oui, 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 oui. Mais donc, mais donc du coup, comment t'en es arrivée? Parce que maintenant, on sait que t'es monitrice et que t'as eu un DEGEPS, tu vois. Tu nous as déjà spoilé l'histoire. Donc, comment t'en es passée à dire, ouais, je veux juste une demi-pension parce que je veux pas forcément l'engagement. Enfin, je veux l'autonomie, mais je veux pas l'engagement. Ce qui est totalement respectable. Je me lance dans le monitorat et même en fait, t'as continué ton monitorat, Non, quoi. Donc, comment t'en es arrivé à dire, en fait, je veux être j'ai monitrice? pas passé le moniteur. J'ai passé direct le DE. Parce qu'en fait, je Ok, savais que c'était le dressage qui me plaisait. Bon, je rembobine d'accord. un peu le fil.
Donc j'ai 28 ans, je suis en demi-pension. Enfin, j'ai une DP. Et puis les cavalières des écuries, elles me disaient est-ce que tu voudrais pas m'aider à travailler parce que j'ai des problèmes avec mon cheval, Hmm. etc. Et puis j'ai Est-ce que tu veux pas me donner des conseils? Est-ce que tu veux pas, voilà, monté mon cheval, tout ça. Et puis j'ai rencontré, venir voir ma séance? Mm, ouais, c'est ça. Et j'adorais ça. Enfin, en fait, j'adorais déjà ça. Et et puis j'ai rencontré un vieil écuyer paumé dans la pampa, avec qui je me suis vraiment enfin ça a été mon coup de cœur équestre, mon premier, parce que j'en ai eu plusieurs. Et du coup il m'a dit écoute, voilà, moi je pense que on a des choses à faire ensemble, viens m'aider. Et j'ai Ok. commencé à débourrer. J'ai commencé à débourrer de façon totalement non professionnelle, hein. Je le dis aujourd'hui, mais tu vois, je me dis oh là 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 là, mon Dieu, tout ce qu'il faut pas faire sans assurance. Enfin, tu vois bien le bazar, quoi. Enfin, j'étais encore au Bon, chômage, t'étais au chômage. voilà. Bon, T'étais au chômage, t'avais envie de voir des chevaux, ce monsieur t'en a proposé, t'avais un bon niveau, apparemment. oui, oui, On y oui, va, quoi. oui, mais bon, voilà. Écoute, c'est comme ça. En tout cas, ça a été, je pense, 2 ans, ou 1 an et demi, 2 ans, ou 3 ans, je sais plus. J'ai très peu de notion du temps, moi, dans la vie. Absolument fantastique. J'ai appris un nombre de choses incalculables. Et puis, il est arrivé le moment où un élevage cherchait une cavalière pour les chevaux. Donc j'ai monté une micro-entreprise de manière parfaitement aléatoire. J'ai eu un statut, mais n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Mais vraiment, j'ai pas pris de conseils, je savais pas ce que je faisais. Je savais juste qu'il fallait que j'ai une micro-entreprise. Donc j'ai monté le truc à l'arrache, sur Internet, Ouais. sans passer par le bon portail. Enfin, ne faites pas ça à la maison. Oui, et puis tu l'as fait parce que toi, le but, c'était de pouvoir fournir des factures à l'élevage, en fait, je Exactement. pense. Je pense que c'est juste l'élevage te demandait des factures, donc la micro-entreprise, ça me permet de faire des factures, on y va. Mais j'étais au réel, en fait. J'étais pas auto-entrepreneur. Donc, enfin, non, quand je dis que j'ai fait n'importe quoi, c'est que j'ai fait n'importe quoi. Je me suis grillé l'acre parce que j'ai quand même réussi à avoir l'acre. Je sais même pas comment j'ai fait pour l'avoir. Enfin, ça a été n'importe quoi de A à Z pendant 7 mois et je suis tombée enceinte. Voilà, j'ai eu un deuxième enfant avec mon nouveau chéri. Et du coup, qui dit bébé dit on arrête les débourrages dans les élevages, hein. Oui, On va faire tranquille. oui. Et du coup, On ralentit la voilà. monte et on monte des chevaux qui sont où la probabilité de tomber est plus faible. Non, mais j'ai arrêté, en fait, j'ai arrêté hyper tôt, j'ai arrêté à 4 mois de grossesse, j'ai repris quand ma fille avait 4 mois. Donc, tu vois, j'ai arrêté quasiment un an Ouais. encore. Et quand j'ai repris, j'ai rencontré une autre personne encore. Moi, ma vie équestre est jalonnée de rencontres d'hommes plus âgés, très importants. Voilà, c'est comme ça. Et avec, Alors dit comme ça ouais, fait je sais, très Sugar Daddy ouais, quand même, hein. mais ouais, mais alors que pour le coup, ça a à chaque fois été des gens avec qui j'ai eu des relations très saines. Ce qu'il faut le préciser quand même, dans le monde Oui. équestre dans lequel on vit, je suis toujours très bien tombée et ça a été des hommes qui ont beaucoup compté dans ma vie équestre. C'est pour ça que je le dis parce que c'est vrai. Euh, et du coup là on est reparti sur encore une autre collaboration à base de travail du cheval, etc. Et assez rapidement il m'a dit écoute il faut que je te fasse rencontrer quelqu'un. Donc c'était un ancien écuyer du Cadre Noir qui était plus au sud encore du côté de Nice, qui m'a dit lui très rapidement aussi, si tu veux faire les choses bien, il faut que tu fasses un diplôme. Parce que tu vas en avoir besoin, parce que sinon tu pourras jamais faire ce que tu veux, tu pourras jamais te développer, tu seras pas dans les clous, tu pourras pas avoir d'assurance. Et c'est là en fait que ça a commencé à devenir très sérieux dans ma vie, où je me suis dit bon, effectivement là il faut s'y mettre. 5 jours après, j'étais inscrite en formation de EUGEPS avec Christian Forlini, qui est la troisième, enfin quatrième rencontre fondamentale de ma vie de cavalière. Ok, donc au moment-là, t'étais toujours au chômage. Là, Ah non, ah non, là, j'étais plus tu rien du faisais tes tout. débourrages maison. Ah non, non, là, Oui, c'était le vide. oui, oui. Et donc là, t'étais cavalière maison et tu t'es dit direct le BPGEPS, enfin le Ouais. DEGEPS. Alors je savais pas qu'on pouvait passer direct le DE. Alors, en fait, j'ai eu la chance de passer mes tests d'entrée préparatoires à côté de chez moi l'année d'avant. Parce qu'il y avait une formation du DEGEPS qui était vraiment à côté de chez moi. Et donc j'avais eu mes tests d'entrée qui ne sont pas obligatoirement corrélés à avoir ou pas le monitorat. Tu peux très bien passer en DEGEPS. Ok, Euh, ok. Ce qui m'économisait en fait 1 an voire 2 ans de formation.
Ouais. Et en plus pour aller directement vers la discipline qui était celle que j'aimais le plus, quoi. Donc tout bénef, sauf que la formation à côté de chez moi n'a pas eu lieu, donc il a fallu que j'aille à Saint-Rémy-de-Provence avec Christian Forlini pendant 14 mois. Donc c'était à 1 heure et demie de chez moi quand même, avec un bébé de 18 mois. Avec un bébé et avec un jeune, parce que ton fils n'était pas non plus beaucoup plus Il vieux. avait 4 ans. Oui. Donc ouais. Donc tu rentres du coup en formation en DEGEPS directement. Mm. Pendant 14 mois, une semaine par mois. Et là, ça a été quelque chose, ouais. Ça a été quelque chose, ça a été à la fois une des plus belles années en termes de découverte euh, d'une philosophie, d'une manière de penser l'équitation, et une année extrêmement difficile d'un point de vue personnel, parce que bah, ne serait-ce que par rapport au trajet, à ma vie, enfin c'était quand j'y repense, mais excusez-moi. Ouais, du coup ça a été dur, ça a été très très dur d'un point de vue personnel, et c'est là où j'ai rappelé ma psy. Tu vois, pendant mon année de formation pour tenir le choc, j'ai eu besoin de me faire accompagner parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, t'es autiste, t'es folle, t'es nulle dans les relations sociales, me retrouver en formation à 30 ans avec, de nouveau dans une classe, enfin, tu vois, c'était compliqué, c'était très très compliqué. J'avais rétrospectivement, j'avais un tout petit niveau de dressage. Voilà, là, ça m'a bien remis à ma place en termes de ce que je pensais être et de ce que j'étais vraiment en tant que cavalière. Et puis, j'ai découvert la biomécanique. C'est donc dans ta formation, c'est dans ta formation en DEGEPS que tu l'as Oui, grâce découvert à du coup. Christian. C'est pas forcément grâce à la formation en tant que telle, parce que le DEGEPS dressage, il y a plein de manières le dressage, on le sait, hein, il y a plein de manières de l'enseigner. Euh, c'est vraiment Christian Forlini qui m'a fait découvrir l'importance de la prise en compte de la locomotion et des schémas innés locomoteurs euh, dans l'équitation, et l'importance de la prise en compte de la dissymétrie naturelle aussi. Et ça a tout changé. Je n'ai plus jamais monté de la même façon. Qu'est-ce que ça t'a fait comme changement en fait? Quels ont été les peut-être des observables que tu as pu avoir? Quels sont les changements que ça a fait dans ta tête et dans ton équitation? C'est à la fois très abstrait et très concret. C'est-à-dire que de façon très concrète, je me suis rendu compte que l'équilibre le plus important, c'était absolument pas celui dont on parle tout le temps, c'est-à-dire notre équilibre longitudinal, celui qui va de l'arrière vers l'avant, mais notre équilibre latéral en vrai vertical. C'est-à-dire la manière dont le corps de notre cheval va être plus ou moins parallèle à la piste d'un point de vue latéral. Je sais pas si sans les gestes que je suis en train de faire avec toi, ça va être très audible pour nos auditeurs, auditrices. Ce serait un peu comme les humains quand on dit d'avoir les hanches au-dessus des pieds et les épaules au-dessus des hanches. Ouais, un peu. C'est-à-dire de se dire que si on veut que notre cheval qui a 4 membres et un pont suspendu entre ses membres puisse se servir de son corps correctement avec du poids sur ce pont, alors il faut qu'il pousse de manière égale des deux postérieurs pour qu'il soit en capacité d'absorber le poids de manière égale d'un côté et de l'autre de son corps. De manière très très simple. Oui, donc tu raisonnes entre postérieur droit, postérieur gauche, antérieur droit, antérieur gauche, quoi. C'est ça. En fait, c'est de considérer le cheval dans sa complexité et dans sa simplicité anatomique. Et sans, alors moi, ce que j'ai pas eu pendant mon année de DEGEP, c'est ce qui m'a manqué, c'est ce que je propose aujourd'hui dans mes stages et dans mes formations, c'est tout l'aspect anatomie, physiologie euh, dans la théorie. Donc anatomie Ça, c'est quelque chose musculaire. qui m'a beaucoup manqué. Musculaire, squelettique, articulaire, Hmm. voilà. Comment est-ce qu'un cheval, ça fonctionne à l'intérieur? Ça, c'est des choses que moi, j'ai dû grappiller au fur et à mesure après de la suite de ma vie professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Je continue à beaucoup lire, beaucoup regarder, beaucoup me former pour toute cette partie anatomie que je trouve extrêmement complexe, extrêmement dure à vulgariser en plus. Oui, parce qu'on est, on a quand même cette tendance, c'est vrai, la biomécanique peut aussi avoir cette tendance à vouloir diviser le corps du cheval le plus possible en petits morceaux, en petits cubes. Mais c'est vrai que tout reste, il y a énormément d'effets plus complexes que ça. Et ces effets complexes sont justifiés en fait justement par les muscles. Ces Ouais, effets, par l'anatomie, par les systèmes, enfin, plein de systèmes. La biomécanique, c'est vraiment
Il y a mécanique et il y a bio. C'est de la Ouais, c'est ça, biologie. mais c'est sans nous. C'est sans nous du tout. Et c'est ça en fait que Christian m'a fait comprendre le plus, c'est que les chevaux fonctionnent d'une certaine manière sans nous. Donc, étudions cette manière qu'ont les chevaux de fonctionner déjà sans nous, avant d'étudier la manière dont ils vont fonctionner avec nous, puisque nous, on va rajouter de la contrainte. Oui, et puis on va rajouter de la contrainte, mais en soi, on va la rajouter qu'une heure par jour. 23 heures sur 24, le Oui, cheval fonctionne sans nous. exactement. La biomécanique, ça n'est à pas confondre avec la mécanique équestre, c'est-à-dire le moment où l'homme intervient là-dedans et passe de homme à cavalier et où le cheval passe à être une monture. La biomécanique, ça n'est pas... Enfin, les enseignants de biomécanique, ce sont pas forcément des enseignants d'équitation. Ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Ne pas confondre la biomécanique et la mécanique équestre. Le moment où l'homme devient cavalier, ouais. Mais donc, toi, que tu peux avoir, en fait, grâce à ton enseignement, parce que du coup, tu as eu une formation en biomécanique, donc le cheval tel qu'il est cheval, mais tu as aussi une formation, comme dit, en dressage, une formation en pédagogie, une formation en éducation de l'humain et de l'éducation du couple C'est ça. C'est ça, cheval-cavalier. mais je me suis très vite rendu compte que ce que les gens entendaient de manière classique par dressage, c'était pas le dressage que moi j'avais envie de promouvoir. Dans le sens où dès qu'on dit dressage, on pense à un carré de dressage, une bride, des éperons et un cheval qui fait des figures très compliquées. Pas forcément... Enfin, ça, sans que ça ait pas forcément l'air très cool pour lui, quoi. Oui, et c'est vrai que, par contre, ça a l'air vraiment cool pour le cavalier, hein. Oui, ah Je oui, veux dire, oui. le cavalier de dressage, il est trop content quand il sort de sa piste avec ses paillettes sur la veste, quoi. Ouais. Mais dressage, en fait, à la base, déjà dresser, étymologiquement parlant, ça veut dire mettre droit. Ok. Ça vient du latin et ça veut dire mettre droit. Euh, on connaît tous la fameuse phrase calme en avant et droit. Bon, tout ça, ça faisait un petit... Je me disais quand même, le dressage classique, c'est de pouvoir euh, restituer sous la selle les allures naturelles de son cheval. Déjà. Mhm. Sauf En y ayant rajouté le poids d'un cavalier qui va venir perturber ça. sans avoir la prétention d'améliorer quoi que ce soit dans sa locomotion, puisque la biomécanique, elle nous apprend que chaque cheval a des allures qui lui sont propres et qui sont les meilleures pour lui. Puisqu'il a mis toute sa vie de cheval à les élaborer. Donc on va pas commencer, nous, en tant que cavaliers, à vouloir fondamentalement tout changer, tout révolutionner. Ce serait déjà vraiment bien de faire en sorte que notre cheval puisse, encore une fois, restituer ses allures naturelles avec notre poids sur le dos. Et le dressage classique, à la base, c'est ça. Après vient effectivement, à partir d'un certain niveau d'habilité, de musculation et de souplesse du cheval et du cavalier, vient le dressage de haute école avec des figures plus complexes, etc. etc. Quand tu regardes en fait un poulain au pré, un poulain les 3 premiers mois de sa vie, tu te rends compte que le piaffe, il le connaît, que les cabrioles, il les connaît, que les levades, il les connaît. Tout à Tu te fait. rends compte que la haute école, un poulain est capable de les réaliser. Dans un certain état de stress, dans un certain état émotionnel. Le rassemblé, c'est une allure qui est connue par tous les chevaux dans la nature. L'attitude du rassemblé, elle est maîtrisée par les chevaux. Mais avant d'être capable de la faire, que ce soit reproductible avec du poids, il faut des années et des années et des années de musculation parce que le poids du cavalier engendre des problématiques énormes pour le cheval. Même comme nous, je veux dire, il y a certaines choses qu'on est capable de faire, mais nous, un sac à dos d'une dizaine de kilos sur le dos, et on n'est plus capable de les faire. Exactement. Exactement. Et vraiment, l'idée de Enfin, moi, le dressage que je défends aujourd'hui, c'est un ensemble de techniques et d'outils qui vont permettre au cheval de retrouver son équilibre et sa locomotion naturelle. Et l'efficacité de sa locomotion naturelle. Avec et sans le cavalier, du coup, est-ce que tu t'adresses aussi aux chevaux, tu vois, qui
qu'une locomotion qui a été altérée suite à un accident, suite à une maladie, suite à une pathologie, est-ce que du coup ces chevaux-là, tu cherches aussi à pouvoir leur restituer une allure naturelle, un déplacement naturel qui va pouvoir en fait les aider? Bien sûr. Bon, après, il faut savoir que dans la nature, les chevaux sont quand même capables de prendre en charge euh, biomécaniquement des accidents, le vieillissement, enfin leur corps s'adapte. Oui. Après, on sait que les conditions de détention actuelles de nos chevaux leur permettent pas, par exemple, de leur donner, dans la grande majorité, il y a toujours des exceptions évidemment, toute la mobilité dont ils ont besoin pour être en bonne santé. Pour moi, le dressage et le mouvement de manière générale participent au bien-être du cheval à partir du moment où il est fait en prenant en compte tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que du coup c'est par exemple des chevaux qui vivent, même des chevaux qui vivent au pré dehors, la plupart de nos prés sont par exemple plats, et donc il y a des mouvements que les chevaux ne vont pas pouvoir faire parce qu'on manque de dénivelé, il manque de relief. Donc c'est ça que tu entends, c'est un des exemples que tu peux entendre dans ton discours, quoi. Ouais, bon après vous avez des Un prés. sous-entendu. Vous avez des prés, vous. Oui. Oui, encore, tu vois, je parle de près. Je pense que le côté du cheval qui vit en boxe, c'est encore plus évident qu'il manque de mouvement. Et oui, enfin. Mais l'idée était de souligner que même un cheval qui vit au pré va avoir en effet plus de capacité de mouvement, va avoir un champ d'action de son mouvement qui est plus élevé qu'un cheval qui vit en boxe, mais même un cheval qui vit au pré, il y a des mouvements qu'il fera jamais seul. Eh ben oui. Oui, et puis il y a certaines pathologies qui sont en termes de rééducation où justement tu dois être sur des sols avec une certaine dureté, tu as certaines pathologies qui ne sont prises en charge que avec, je sais pas moi, effectivement le dénivelé. Enfin, oui. En fait, le dressage, ça peut être aussi considéré du point de vue de la rééducation comme quand tu vas chez le kiné. Et moi, c'est plutôt cette posture-là, c'est prévenir les dégâts en ayant une équitation la plus éthologique possible, dans le sens où proche de la science du cheval, de ce qu'on connaît de son anatomie et de sa physiologie. L'éthologie n'a rien à voir avec le fait de monter avec ou sans mort. Hein. Non, mais c'est quand même important de le dire. Donc je disais oui, donc prévenir les dégâts en ayant une équitation, on va dire juste, d'un point de vue physiologique. Et puis guérir quand il y a eu dégâts. Oui, donc tu es en fait sur le fait de préserver le cheval le plus longtemps possible en bonne santé. Mais bon, on sait qu'à un moment donné, il y a des accidents qui arrivent où nos chevaux prennent de l'âge et en fait, on va pas se mentir aussi, dans la nature, ils sont pas faits pour vivre. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui vivent après 20 ans. Ah non, je crois que l'espérance de vie dans la nature, bon, il y a très peu de chevaux vraiment sauvages, hein. Il y a des groupes de chevaux qu'on appelle des chevaux, je crois que c'est férots, qui ont une espérance de vie de moins de 8 ans, je crois. Ouais, voilà. Donc, à un moment donné, il y a quand même des moments dans leur vie où ils ne seraient pas allés de manière naturelle. Donc, où il y a des choses qui vont commencer à se dégrader. Oui, et notamment toutes les pathologies liées au remodelage osseux, hein, à l'arthrose, où on sait très bien que c'est des pathologies où le mouvement va être indispensable pour limiter les dégâts. Et puis certaines autres pathologies comme les conflits de processus épineux par exemple, où là pour le coup l'attitude et le fonctionnement dans le travail est fondamental dans la prise en charge de ces pathologies là. Donc voilà, pour moi le dressage, après moi je fais du sport. Je pense que le sport est indispensable au bien-être équin aujourd'hui. Il doit être bien fait, il doit être bien enseigné, les futurs professionnels doivent être formés à tout ce que je suis en train de dire. Et ça, c'est un message que je veux faire passer aussi. Je fais de la formation professionnelle. Hein. Je commence depuis cette année à faire intervenir dans les centres de formation. Et pour moi, ça fait partie des choses qui vont pouvoir faire en sorte que le milieu de l'équitation finisse par évoluer un petit peu. Il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens-là de plus en plus, et c'est tant mieux. Pour la préservation de l'intégrité physique et donc de l'intégrité morale de nos animaux. Parce qu'un cheval qui a mal au travail, c'est un cheval qui est pas bien dans sa tête
enfin voilà, l'impact de notre équitation est terrible sur le mental de nos chevaux, et ça on n'en a pas parlé, mais c'est un pan qui ne fait pas partie de mes compétences professionnelles, mais qui font partie tout à fait des connaissances que j'ai, en tout cas autour du cheval, quoi. Ça commence à être un peu connu maintenant, mais un animal, en fait, qui souffre dans son corps ne peut pas être bien dans sa tête. Bah oui. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Tu peux pas être bien dans ta tête si C'est tu as ça. mal, en fait. Et tu peux pas t'attendre à ce que Donc, ton ouais. cheval ait envie de venir taffer avec toi si quand il vient taffer avec toi, il a mal. Pour quelles que soient les raisons d'ailleurs, hein, Oui. c'est pas forcément de notre faute. En général d'ailleurs, la plupart des cas enfin, des difficultés rencontrées par des couples chevaux-cavaliers, c'est plutôt de l'ignorance, ou en tout cas de la non-connaissance, ou de la méconnaissance, que une intention maltraitante, comment dire, tu vois ce que je veux dire, quoi. Enfin, voilà. Volontaire. Qu'une action volontairement maltraitante. Et du coup, ouais, tu parles de méconnaissance des gens, et c'est vrai que toi maintenant, enfin des cavaliers, et c'est vrai que toi maintenant, ton activité prend aussi de plus en plus de part de transmission, justement pour informer les gens, au-delà de ton aspect, enfin, je pense que tu fais cette transmission lors de tes cours, mais qu'est-ce qui t'a donné justement envie de transmettre tes connaissances en fait? C'est une bonne question. C'était quelque chose qui m'intéressait pas du tout en plus à la base. Parce qu'on pourrait se dire aussi, tu vois, tu t'aurais pu continuer en fait travailler les chevaux comme tu Ouais, faisais. en plus, T'aurais pu dire, bah oui, je continue de travailler des chevaux, je fais des débourrages, moi je fais des pensions de travail et des débourrages, sans donner de cours. oui, en plus, c'est ce que j'adore. Moi, ce que j'aimais avant tout, c'est de monter à Ok. cheval, pas du tout d'enseigner. Honnêtement, au début, c'était quelque chose où je me suis dit, j'ai pas envie de passer de diplôme, de toute façon, j'aime pas l'enseignement. Dit celle qui fait des formations professionnelles, des stages et des plein de trucs à longueur de temps maintenant. Mais non, je Oui. pense que c'est... Alors, il y a eu l'importance des réseaux sociaux, qui en fait m'ont fait découvrir ce que c'était que enfin, oui, de partager. De partager gratuitement, en plus. Parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Le partage des connaissances de manière accessible et gratuite. Et je crois que c'est vraiment le bon côté des réseaux sociaux, ça. Que tout aujourd'hui est quand même relativement accessible de manière gratuite ou peu chère. Je pense aux bouquins, je pense aux formations. Enfin, l'IFCE, il y a je sais pas combien d'heures de vidéos en ligne gratuites. Bon, voilà, le Blooming Riders, la plateforme de formation, ta plateforme à toi. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a des moyens d'avoir de l'information gratuitement, ou en tout cas à très bas prix. Et ça, c'était chouette. Et puis, ce qui m'a vraiment donné envie, pour le coup, de transmettre, honnêtement, c'est la souffrance des chevaux. Je me suis dit que moi, toute seule, j'allais pas être capable de gérer 70, 80, 150, 300 chevaux au travail. Enfin, concrètement, ça n'est pas possible. C'est pas possible pour moi de monter toute seule. Bah, moi, très bien, hein, j'arrive à avoir des super résultats en termes de rééducation, en termes de changement de schéma locomoteur, de passer d'un schéma de flexion d'un schéma d'extension à un schéma de flexion, d'orienter un cheval correctement dans le travail. Tout ça, j'y arrive toute seule. Ok, très bien. Mais je vais pas pouvoir sauver tous les chevaux, quoi. Mais en fait, toute seule, tu ne peux pas avoir un effet de c'est masse. Toute seule, tu peux pas avoir un effet de masse. Et puis c'est vrai que toutes les connaissances, enfin comme tu dis, il y a énormément de connaissances théoriques qui se trouvent gratuitement en ligne. Moi, je suis convaincue que toutes les connaissances théoriques, on peut les trouver gratuitement en ligne. Maintenant. Assez convaincue de ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des connaissances pratiques qui sont difficiles à acquérir Tout à en fait. ligne. Et c'était... Alors, du coup, il y a eu les bons côtés des réseaux et de tout ce qu'on peut trouver en ligne. Et puis, il y a l'autre côté où moi, je crois en la transmission dans le réel. C'est pour ça que je ne propose absolument aucune formation en ligne et qu'il n'y aura jamais aucune formation en ligne. Parce que c'est quelque chose auquel je ne crois pas, en tout cas par rapport à mon métier et par rapport à ce que moi, je propose. Et donc, effectivement, là est venue assez rapidement l'envie de créer des moments de stage, des moments de rencontre, où on est dans la vraie vie avec des vrais chevaux, quoi. Oui, où tu passes, ça te permet en fait d'atteindre plus de personnes que si c'était juste toi qui travaillais les chevaux. Ça te permet en effet d'en atteindre moins que si tu proposais des formations en ligne à distance.
mais ça te propose un format plus qualitatif et plus auquel pérenne, je crois certainement. davantage. Pour le Pour le vivant, cheval. ce que je touche Ouais. au vivant, c'est vrai que je crois davantage. Après, ça n'empêche pas d'avoir des compléments en virtuel. Hein. Moi, par exemple, je suis abonnée à plein de trucs voilà. Mais moi, j'ai besoin d'aller toucher, j'ai besoin d'aller regarder, j'ai besoin d'aller sentir, j'ai besoin de vibrer avec les chevaux et j'ai envie de transmettre ça à mes élèves. Et le troisième pan de cet aspect plus transmission et formation, ça a été cette année l'envie de m'engager auprès des futurs professionnels dans les centres de formation, parce que j'ai envie de défendre un certain nombre de valeurs dont on vient de parler ensemble ici, quoi. Et surtout de faire en sorte que la nouvelle génération d'enseignants ait conscience de certaines choses dont moi j'avais pas conscience quand j'ai commencé. Oui, et puis comme dit, que eux, après, ça aille ruisseler, en fait. Que eux, ça ruisselle sur leurs élèves, Donc ouais, maintenant, t'as quand même cette envie de transmission, quoi. Et cette envie de transmission a été déclenchée, en fait, par le nombre de chevaux qui sont pas bien dans leurs pieds, quoi. Ah ouais. Ouais, c'est terrible. C'est terrible et pour moi, ouais, moi je me sens efficace quand, quand je transmets des outils pour que les choses puissent changer. Tu vois, je suis pas forcément... Moi, je suis pas à l'aise avec le fait de ne faire que dénoncer, même si c'est extrêmement important aussi qu'il y ait des personnes qui le fassent. Moi, c'est pas quelque chose avec lequel je suis à l'aise. Moi, mon terrain d'expérimentation, l'endroit où je suis à l'aise, c'est... Allez, je vais vous donner ci, je vais vous donner ça, on va regarder ça, si on pose notre regard comme ci, comme ça, on voit ci, ça. Et du coup, derrière, dans votre travail quotidien de gymnastique, vous allez pouvoir vous servir de cette petite observable-là pour... ça va être un critère dans votre manière de travailler les chevaux, etc. C'est passionnant. Et là, le dressage devient juste extraordinaire, puisqu'on redonne la capacité de mouvement, de liberté de mouvement, de souplesse, de décontraction, enfin tout ce qu'on a envie quand on fait du sport à cheval, je pense. Et ce, en plus, quelle que soit la discipline, évidemment. Puisque même un cheval de loisir qui fait que de la balade, il a besoin de pouvoir être musclé de manière à pouvoir nous porter correctement. Et d'autant plus qu'il va devoir nous porter pendant des heures. Et non pas pendant une reprise de dressage de 6 minutes. Oui, c'est vrai que le dressage... Je pense que c'est logique pour moi. Enfin, c'est logique pour moi. Je pense que c'est logique pour toi aussi. Mais le dressage reste, comme tu l'as bien expliqué, une des bases de beaucoup d'autres travail. Et on n'est pas obligé d'aller jusqu'au mouvement de Grand Prix pour dire qu'on fait du Pas du dressage. tout. Pour moi, on fait du dressage, c'est-à-dire on met droit à partir du moment où on monte sur le dos de son cheval. Et en plus, dans le dressage, il y a cet aspect qu'on vient de dire, c'est-à-dire physique, du sport. Et puis, il y a aussi la partie éducation montée. C'est-à-dire que le dressage du jeune cheval, ça devait de mettre en place un code de communication commun à travers les aides du cavalier, naturel ou artificiel. Donc, il y a à la fois la partie éducation sportive, j'ai envie de dire, et à la fois la partie éducation dans la communication. Et ça, c'est fantastique aussi. De commencer à se dire, ok, là, il va falloir que je fasse comprendre ça à mon cheval, avec des aides classiques, hein, je fais pas des trucs qui sortent de nulle part, hein, avec des aides très classiques, mais qu'est-ce que c'est qu'une jambe à la sangle? Pourquoi on la met à la sangle, cette putain de jambe à la sangle? Ça a une explication anatomique, par exemple. Bon, voilà, donc maintenant, mon cheval, il va falloir que je lui fasse comprendre que cette jambe à la sangle, elle veut dire ça. Que ma jambe isolée, elle veut dire ça. Que mon bassin, si je l'oriente de telle ou telle manière, que mes épaules, si je les oriente de telle ou telle manière, ça veut dire ça pour toi. Et là, on rentre dans une symbiose où les deux bulles s'imbriquent, qui est pareil, qui est de l'ordre de la... Enfin, moi, c'est jouissif, quoi. On rentre dans la communication, en fait. On rentre dans un échange. On rentre dans de la communication. On rentre dans un moment où il y en a un qui dit quelque chose, il y en a un autre qui l'écoute, qui répond, et sa réponse est entendue en retour. Et là, tu peux lui expliquer, non, en fait, c'est pas ça comme réponse que je veux. Regarde, je vais te réexpliquer un peu plus. Je vais te réexpliquer d'une autre manière. Mais là, je te parle pour faire des exercices de gym très classiques, quoi. Enfin, moi, quand j'apprends un cheval à l'abaissement des hanches, le début du rassemblé, en ce moment, je suis en train de faire ça avec une jument qui vient du CSO, on est dans un dialogue. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure, hein, pas plus. Je vais marcher 20 minutes dehors et après, on est un quart d'heure en manège. Avec des aides très classiques, avec des codes très classiques. Mais on se parle, on s'explique.
Et d'une séance à l'autre, elle me répond des trucs qui s'approchent de plus en plus de la réponse que j'ai envie d'écouter, d'entendre. Génial. Là, je fais du dressage. Hein. Oui, et puis toi, tu expliques, enfin, tu écoutes aussi les réponses de cette jument. Parce que si à un moment donné, cette jument te dit, bah non, là, je suis pas capable de le faire, tu vas te dire, ok, alors comment est-ce qu'on peut essayer de trouver une manière dont tu es capable de le faire sans avoir, encore une fois, ça me paraît logique pour moi parce que je te connais, mais sans avoir à monter dans une escalade de pression, de contrainte Mais non, et mais de force. Quand tu écoutes, en fait, quand la communication est à parce qu'on double sens, t'es pas on obligé de sait monter en dans plus ces de escalades. manière scientifique qu'un cheval n'apprend pas en situation de stress. C'est scientifique. Enfin, je veux dire, tu vois, c'est à ça que servent les connaissances théoriques. C'est pas juste de se dire je sais tout donc je vais être la meilleure cavalière du monde. Non, ça fait pas de moi une meilleure cavalière. Ça fait de moi quelqu'un qui sait pourquoi ça marche pas. Et qui sait que si jamais je suis dans la contraction et dans le stress, ça ne fonctionnera pas. Ni d'un point de vue mental, parce que le cheval, ça n'apprend plus, enfin, on l'a perdu. Ni d'un point de vue physique, puisqu'on sait que l'apprentissage physique n'est bon que dans la décontraction. Donc à partir de ce moment-là, bah, ça met plus de temps, c'est moins rentable, forcément, hein, parce que tu vas moins vite. Hein, bah, du coup, voilà, je suis un peu à la marge, moi, de la manière dont les choses se font normalement. Parce que du coup, bah, c'est moins efficace, c'est moins brillant, c'est moins... Forcément, c'est moins instagrammable. Ou alors c'est plus instagrammable, ça dépend de quelle communauté t'as, tu vois. Ça dépend de qui, à qui s'adresse ta communication. Dans ton histoire, on sent quand même qu'il y a une grosse partie évolution, que tu as des remises en question, que tu as des réflexions qui sont nourries quotidiennement. Est-ce que tu as déjà une idée de quelle va être ton prochain Oh là axe là. d'évolution? Vers quoi tu as envie d'aller Alors pas du tout. creuser? Si je te dis un truc, de toute façon, il y a de fortes chances que la vie m'amène à l'opposé. Donc, tu vois, j'aimais pas enseigner, je me retrouve à faire de la formation professionnelle. Donc, écoute, j'ai envie de te dire non. La seule chose que Oui. j'ai envie, c'est de garder l'esprit ouvert et de me dire surtout, peut-être qu'aujourd'hui, là, je dis des conneries. C'est pas grave. Le tout, c'est de s'en rendre compte. Chaque connaissance devient obsolète. Peut-être, tu vois, ce qu'on est en train de se raconter là, dans quelques années, les gens l'écouteront en disant « Oh là là, quand même, cette ancienne génération, qu'est-ce qu'ils pouvaient raconter comme conneries ?» Comme ce que nous, on est capable de faire aujourd'hui, tu vois. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Ça nous donne beaucoup... Enfin, voilà, la connaissance, elle est élastique. Il y a des choses qu'on sait aujourd'hui et peut-être qui se révéleront être inexactes demain. Le fait est que la chose la plus importante, c'est de garder l'esprit ouvert, partager, échanger. Ne soyez pas seul dans vos pratiques. Ayez un esprit critique aiguisé. Moi, ça, je dis ça à mes élèves. Remettez en question ce que je dis. Ça, c'est le plus important. Oui, d'être incertaine, d'être curieuse. C'est aussi ça qui nous garantit d'être, je pense, d'être dans la bienveillance vis-à-vis de nos chevaux. Parce que si on est fermé, si on est dans des dogmes et dans des théories et dans des schémas trop figés, alors on n'écoute plus le vivant, ni nous, ni nos chevaux. Oui, d'aller voir ailleurs, d'aller voir ce qui se fait, de chercher, de comparer, de garder, comme tu dis, un esprit critique aiguisé. Donc ça, ce serait ton axe de recherche, de garder l'esprit ouvert, quoi. Ouais, après, si j'aimerais très honnêtement pouvoir devenir propriétaire. D'accord. Voilà, ça c'est un des projets qui me tiendrait le plus à cœur, je pense, ces prochaines années. Je mets tout ce qu'il faut en place pour que ce soit possible d'un point de vue du temps et d'un point de vue de l'argent. Et si vous pouvez me souhaiter quelque chose, vous qui m'écoutez là, envoyez-moi des ondes, faites-moi croiser la route d'un cheval qui j'ai envie de garder à la maison. Parce que c'est ça, ouais, parce que c'est bien beau de dire le dressage de manière... Enfin, le dressage fait de telle ou telle manière, c'est mieux. C'est joli de le dire, mais à un moment donné, il faut passer à l'acte. Et pas que avec des chevaux qui sont là pour quelques mois ou au mieux pour 1 ou 2 ans, quoi. Donc on te souhaite de trouver un compagnon de route de longue durée. Oui, ce serait un sacré truc. Comment tu veux faire? Que les gens te les envoient en pension et que de temps en temps, ils te les proposent à la vente ou... Oh, je sais pas. Non mais voilà, je lance à l'univers c'est sorti, maintenant ça existe, c'est réel. On verra. Ouais, de pouvoir On verra, mais expérimenter à long terme, quoi. Ouais, et puis le partenariat, quoi. Mhm. Parce que du coup, quand on est cavalière pro, il y a toujours tu vois, une petite réserve qu'on met.
et qui nous empêchent de nous livrer. Alors moi, je fais partie de celles qui mettent mon âme, hein, quand vous me donnez un cheval au travail, comme si c'était le mien, voire même plus que si c'était le mien, je crois. En termes de garantie, de précaution, de tout. Mais il y a toujours cette petite réserve dans l'émotion et dans le... Tu vois? Ouais. Oui, il y a toujours ce petit côté, il est pas à moi. Faut pas que je m'y attache trop. Enfin, Et on néglige aussi ça de la part des chevaux qui nous sont confiés. Il y a beaucoup de chevaux qui se livrent pas, hein, qui gardent leur attachement pour leur propriétaire. Moi, j'ai vu ça avec des chevaux où on était collègues de travail, ça se passait très bien, mais on n'a jamais été potes. Parce que l'un et l'autre, on était là pour une certaine mission, on collaborait, c'était super, on s'entendait très bien. Mais tu vois, il n'y a pas ce truc-là que je vois chez certains de mes élèves avec leurs chevaux, mais moi, ça me tire les larmes, quoi. Quand je vois le degré d'attachement, d'amour, de don que l'un et l'autre peuvent se donner, mais moi, j'ai trop envie de vivre ça, quoi. Ouais, non, je comprends. Je ne peux que plus soyer en tant que propriétaire de chevaux, tu vois. Je ne peux que plus soyer. Ben ouais. Ouais. Ben écoute, je te souhaite aussi ça, de trouver un cheval qui reste dans ta vie. Un cheval qui soit plus qu'un collègue de travail. Ouais. Ben moi, j'espère que j'aurai donné envie à celles et ceux qui nous écoutent, là, de peut-être changer d'avis sur le dressage, ouais. Ou alors de se conforter dans la vie qu'ils en avaient. En tous les cas, faites du sport avec vos chevaux. Mais faites-le bien. C'est ça, faites du sport avec votre cheval, ça va vous aider, ça va aider votre cheval à rester en bonne santé ou à retrouver une bonne santé. Faites-le bouger, mais faites-le bien, en effet. Et ne faites pas ça n'importe comment. Bien accompagné, surtout. Ouais. Voilà. Ne faites pas ça n'importe comment et ne faites pas ça dans le stress du cheval et de l'humain, en fait, parce que c'est pas un moment où vous allez apprendre. Comme dit. C'est pas là qu'on a les apprentissages. Eh ben écoute, merci Lucie. Alors, pour te retrouver, on le rappelle que toi, t'es principalement sur Instagram. Oui, Donc, un peu sur Facebook, mais de manière très ponctuelle. C'est pareil, Lucie Lecor sur Facebook, et sur Instagram, c'est LLC Dressage, tout attaché. Et je suis active en stage régulièrement, plutôt Grand Sud. Je remonte de temps en temps jusque vers Lyon. Je suis par contre enseignante, du coup je le redis, hein, entre Nîmes et Montpellier. Voilà. Là pour le coup tu te déplaces dans les écuries pour aller rencontrer les chevaux. Oui. Donc ça c'est ta zone géographique. C'est ma zone d'action. Mais en tout cas un immense merci Audrey pour l'invitation. C'est toujours chouette de pouvoir parler de sa manière de penser son métier. Donc, merci de me donner l'occasion de le faire. Eh ben, merci à toi. J'espère que tes actions de formation professionnelle vont porter leurs fruits et qu'on aura de plus en plus de professionnels, qu'on ait de plus en plus de professionnels, de moniteurs professionnels qui vont dans la même idée du dressage que celle que tu as, quoi. Donc, ouais. Bah ouais, je pense que de toute façon, c'est la seule solution. Hein. Oui, j'espère. J'espère vraiment que ça puisse se faire, parce que je pense aussi que c'est une des seules solutions d'attaquer le problème, en fait, à la racine, à l'enseignement qui est fait. Transmission qui est faite. Bah écoute, merci pour ce moment. Notre petit doigt nous dit qu'on se retrouvera peut-être prochainement. Peut-être. Il paraît. Peut-être. Et bah écoute, merci beaucoup Lucie. Et puis avec grand plaisir Audrey. Et puis à une prochaine pour un prochain épisode et à bientôt. Salut. Salut. Je viens de finir d'écouter l'épisode qu'on a enregistré avec Lucie. Cet épisode a été enregistré en fait début mai 2024 et je te le diffuse aujourd'hui en août 2024. En fait, quand on a commencé l'enregistrement, on ne savait pas exactement quand est-ce qu'on allait diffuser l'épisode, et c'est pour ça que Lucie ne te parle pas de sa conférence qu'elle donne lors de la cavalcade. La conférence de Lucie est intitulée « Gérer la dissymétrie naturelle grâce aux exercices de dressage » et tu la retrouveras le 8 septembre au cours de la cavalcade. Durant sa conférence, Lucie te transmettra toutes les clés pour identifier les dissymétries chez ton cheval
et t'aider à les corriger par des exercices pratiques en selle. Tu peux retrouver le lien de la cavalcade en description de cet épisode. Je te remercie de ton écoute et je te dis à très vite. C'est la fin de cet épisode de podcast. S'il t'a plu, tu peux le partager à une personne de ton entourage qui pourrait également l'apprécier. Tu peux également venir me dire ce que tu en as pensé sur le compte Instagram murmure.animal. Je te remercie encore une fois de ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode pour toujours plus de connaissances pour ton cheval et pour toi.